suis très heureuse, en fait, de vous accueillir ici au Quartier des spectacles. C'est un endroit où déjà, depuis le début de l'été, plusieurs événements, plusieurs festivals ont eu lieu, dont 2 des grands festivals de l'équipe Spectra, soit les Franco de Montréal et le Festival international de jazz de Montréal. Ce n'est pas un hasard, en fait, si on vous a conviés ici, à l'Esplanade Tranquille. C'est un nouvel espace, en fait, qu'on a eu la chance avec les Franco, avec le Festival de jazz, de s'approprier, en fait, cette année. On a créé un nouvel endroit avec une nouvelle scène, des nouvelles activités pour les festivaliers. On avait des aires de repos et différentes activités de divertissement, des tables de ping-pong et autres. Donc ça, cette bonification-là du site extérieur des Franco de Montréal et du Festival de jazz de Montréal, en fait, non seulement ça a été un succès, mais ça a surtout été rendu possible grâce à l'aide de Développement économique Canada, dont on va discuter dans quelques instants. Alors, sans plus tarder, en fait, permettez-moi de vous présenter les personnes qui se sont jointes à nous pour cette annonce ce matin. Tout d'abord, l'honorable Pascal Saint-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, DEC. Monique Simard, présidente du partenariat du Quartier des spectacles. Monsieur Charles Descaries, président directeur général de Juste pour rire. Et Monsieur Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. Donc, tout d'abord, je vais céder la parole à Madame la ministre Saint-Onge. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Maude, pour la présentation chaleureuse. Je vais commencer par saluer Mme Simard qui est avec nous aujourd'hui, Charles Descaries, Simon Gamache et les représentants des médias. Merci à tout le monde d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un grand moment pour moi. Je suis très heureuse d'être ici pour une bonne nouvelle. Et je veux commencer par souligner qu'on est réunis sur les territoires traditionnels où différentes communautés des Premières Nations se rencontrent et je les remercie chaleureusement pour leur accueil. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin pour annoncer d'excellentes nouvelles pour les grands festivals et événements au Québec. On est tous d'accord pour dire que les festivals et célébrations sont des leviers économiques qui sont importants pour nos communautés. À Montréal, ces grands événements attirent des milliers de visiteurs d'ici et d'ailleurs. Ils font du Canada une destination touristique qui est prisée pour les amateurs de culture, de gastronomie et de sport. Le nom de Montréal est d'ailleurs indissociable de certains événements forts qu'elle accueille à chaque année, comme le Festival international de jazz ou encore Juste pour rire. C'est vrai que la métropole, c'est aussi... il y a des événements en métropole, mais aussi partout en région. Qui peut penser à Saint-Tite sans penser évidemment à son célèbre festival western ou encore Petite-Vallée sans parler du festival en chanson. Ces festivals font partie de l'ADN de ces régions-là, mais aussi font partie de leur réputation. Année après année, les festivals laissent leur empreinte, soit sur le plan économique, culturel, mais aussi social. Et c'est pour ces raisons et plusieurs autres que notre gouvernement croit en l'importance de soutenir ces événements majeurs qui font croître nos communautés et diversifient notre économie. De par la nature même de ces activités, l'industrie événementielle a été durement touchée par la pandémie au cours des 2 dernières années. Dès le début de la crise, notre gouvernement a reconnu l'importance d'en faire davantage pour soutenir et aider le secteur. Le budget 2021 nous a notamment permis d'annoncer 2 enveloppes importantes à ce titre, soit l'initiative d'appui aux grands festivals et événements et le fonds d'aide au tourisme. Je sais que tout le monde est bien fébrile à l'idée d'un retour complet des activités touristiques et culturelles, et je le suis aussi. Puis d'ailleurs, j'ai vraiment une pensée particulière ce matin pour les artistes, les techniciens des arts de la scène, les professionnels et les artisans. Je sais à quel point tous les gens qui travaillent dans l'industrie du spectacle ont fait d'énormes sacrifices pour protéger le public pendant la pandémie. Et notre gouvernement était là pour soutenir les travailleurs autonomes du secteur et on continue de l'être. Et je suis très heureuse aujourd'hui de soutenir autant de festivals puis d'activités culturelles qui vont permettre à nos artistes de retrouver leur public, leur passion et de faire vibrer toute la ville et tout le Québec, en fait, et le Canada. Cet été, on peut finalement nous retrouver et la saison va être déterminante pour la relance du secteur événementiel et du secteur touristique. Aujourd'hui, notre gouvernement pose donc des gestes concrets et on envoie un message clair de notre soutien à ce secteur.
Donc, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est des contributions qui sont non remboursables, qui totalisent plus de 30 millions de dollars. Avec cet argent-là, on soutient 14 festivals et événements québécois. C'est 18 projets au total qui ont été soumis. Et ça va permettre à nos festivals de mieux se positionner pour l'avenir et aussi conserver leur place dans l'offre touristique mondiale. Parmi les festivals, je vais en nommer quelques-uns, mais il y en a d'autres. On soutient entre autres le Festival de musique du bout du monde, le Festival international de présence autochtone, Fierté Montréal, Festival international de jazz de Montréal, Festival des Montgolfières de Gatineau, le FME et évidemment, comme j'ai dit, plusieurs autres. C'est donc une excellente nouvelle pour l'économie du tourisme et aussi les travailleurs qui en vivent. Il y a Juste pour rire qui bientôt va nous faire vivre des moments et des drôles d'expériences dans les rues de Montréal. Monsieur Descaries, d'ailleurs, va pouvoir nous en parler tantôt. Il y a présentement Montréal complètement cirque. Alors, j'invite évidemment toute la population à fréquenter nos grands événements. C'est des moments importants de rassemblement, aussi de recommencer à vibrer avec nos artistes et de retrouver tout le plaisir qu'on a dans nos activités culturelles, puis l'offre qui est absolument incroyable à Montréal, mais partout au Québec. Alors, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, Madame la ministre. J'inviterai maintenant Madame Monique Simard à prendre la parole. Bonjour, Madame la ministre. Bienvenue chez nous. Hein? Voilà, c'est ça. On a fait visiter l'endroit à Mme Saint-Onge il y a quelques mois. Il pleuvait des cordes, je me souviens, il faisait froid. Alors, enfin, là, vous pouvez le voir. Alors, bienvenue, donc, au quartier des spectacles. C'est notre dernier lieu public. Enfin, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est le plus récent. On l'a inauguré cet hiver avec une patinoire. Peut-être que certains d'entre vous étiez là. Vous aviez peut-être chaussé vos patins et ça a été formidable. Et évidemment, ça va revenir de novembre à mars l'an prochain. Je voudrais saluer évidemment les gens des festivals qui sont ici. Charles, Simon, Stéphane Lavoie, de Complètement Cirque, André Dudomaine, Présence autochtone, donc le 9 août, c'est ça tu m'as dit? Là, ça commence bientôt. Toi, ça achève. Dimanche, je peux dormir lundi. Il y en a un qui m'a dit, ça commence. J'ai dit, combien de dodo qui te reste? C'est Simon. Alors, Charles, c'est le but, c'est commencé. Bon. Alors, je dis ça parce qu'évidemment, au quartier des spectacles, on n'est pas le seul lieu où il y a des festivals, évidemment, au Québec. Il y en a en région, il y en a dans d'autres quartiers de la ville. Mais disons qu'il y en a une grande concentration ici. Il y en a pas mal, de tous les genres, pour tous les goûts, tous les âges. Et ça s'étale, donc, toute l'année ou presque, parce qu'il y a Montréal en lumière, bien sûr, qui a lieu en plein hiver. Et d'ailleurs, c'est en Montréal en lumière qui a inauguré ici la patinoire avec un spectacle de cirque sur patins. Alors, bref, c'est un lieu qui, déjà, moi, je pense que dès le premier soir, j'ai dit à notre équipe, j'ai dit, ça va être un hit ici, ne vous inquiétez pas. Et je n'ai pas été démentie depuis. Alors, ça s'appelle, je répète, là, ça s'appelle l'Esplanade Tranquille, parce que sur ces lieux, jadis, il y avait la librairie Henri Tranquille, que j'ai fréquentée, donc je viens de vous révéler mon âge, puisque j'allais au collège Sainte-Marie, ici pas loin, qui est démoli maintenant. Mais donc, c'est en honneur donc de ce libraire, ce célèbre libraire. C'est là qu'a eu lieu le lancement du manifeste du refus global. C'est juste pour vous dire, pour les plus jeunes, là, vous irez voir dans vos livres d'histoire ce que ça veut dire. Et probablement que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à ces mouvements-là qui ont eu lieu il y a 50, 60, 70 ans. Croyez-moi. Alors, évidemment, on est content que les festivals soient revenus. Il y a du monde. Moi, je suis venue plusieurs fois. Ce soir, je m'en vais à Gamelin voir le spectacle. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Je m'en vais là ce soir. Les géants, ne manquez pas ça, là, c'est quelque chose. C'est toute la vitalité, hein, c'est ça. Ça a été difficile ici pendant les 2 dernières années, je peux vous le dire. Là. C'était, par moments, assez triste. Mais on n'a jamais lâché au quartier des spectacles. Et dès l'été 2020, on avait signé 400 contrats d'artistes pour essayer d'animer les rues. Donc, c'était des jongleurs, des musiciens. Alors, pour faire travailler le monde, pour dire qu'il y avait des choses qui se passaient, qu'on n'avait pas le droit de l'annoncer. Imaginez-vous, c'était contre les règles de la santé publique. Alors, bien du monde, pas le droit de les annoncer, en comptant que les gens viendraient les voir. Bref, les grands événements maintenant sont de retour, le public est là.
à notre plus grand enchantement. On a créé à travers ça un forum des festivals à la Ville de Montréal pour des mises en commun, parce que de cette pandémie, s'est créé quelque chose qui, à mon sens, est extraordinaire. C'est de la collaboration, de la solidarité. On a tous eu besoin les uns des autres. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est marquant et qui, j'ose espérer, va continuer une fois qu'on sera sorti. On n'est pas tout à fait sorti encore. Là. Moi, j'ai plein de monde qui me dit « Ah, j'ai la COVID, je ne peux pas sortir, ah, j'ai la COVID. » Mais bref, on est peut-être le pire est derrière nous. Ça fait partie de la relance du centre-ville. Ai-je besoin de vous dire comment c'est important, un centre-ville? Un centre-ville animé, un centre-ville où les gens se sentent bien. Pas juste, évidemment, en premier lieu pour les citoyens de Montréal, mais pour attirer aussi les touristes. Vous savez que les touristes, bien, écoutez, ça amène de l'activité économique qui est essentielle aux restaurants, aux hôtels, et bref, à tout le monde. Alors, merci pour l'aide pandémique. Merci pour l'aide qui se poursuit après la pandémie. Hein? Puis il y en a eu un qui a eu peur, à un moment donné, il pensait que c'était non récurrent, remboursable. Il a dit « Ouf! Charles! Ouf! » Alors, Mme la ministre, il a dit « Non, 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 c'est correct. » Il a fait « Ouf! OK. » Alors, bon été à tout le monde. Merci, cher Pascal Saint-Onge, pour ce que je lui ai dit. C'est le fun quand on a une jeune ministre qui peut annoncer des bonnes nouvelles comme ça. Alors, merci, au nom du quartier des spectacles. Merci. Merci, Mme Simard. Donc, je cède la parole à M. Charles Descaries. Alors, bonjour à tous. C'est un bonheur de m'adresser à vous ce matin, surtout en ce début de festival Juste pour rire, qui a commencé officiellement hier soir. Alors, je vous dirais, comme dirait mon éminente collaboratrice Monique Simard, la pandémie n'a pas été facile. Et nous voilà enfin de retour avec un événement en présentiel, mais surtout avec une programmation exceptionnelle. Alors, l'annonce d'aujourd'hui de Mme Saint-Onge nous permet de continuer à voir grand, nous permet de continuer à rêver, nous permet de continuer à déclencher des fous rires comme c'est si bien le faire juste pour rire. Alors, durant la pandémie, cette période pandémique, en fait, je vous dirais que nous n'avons pas chômé. En fait, on en a profité pour étendre notre empattement géographique. On a réussi à ouvrir un festival à Austin, au Texas, récurrent chaque année. On ouvre un festival à Londres, au Royaume-Uni, dans quelques semaines. Et on a ouvert un festival à Cancun, au Mexique, pour les frileux. Alors, comme vous pouvez voir, la pandémie, oui, a créé un arrêt, mais a suscité aussi de l'innovation chez nous, notamment en production média, où aujourd'hui, je suis très fier de vous dire qu'il y a autour de 14 millions de gens qui consomment notre contenu média produit au Québec chaque jour sur les réseaux de télévision traditionnels ou sur les réseaux numériques. D'ailleurs, on vient de signer avec Amazon Prime récemment une série d'humour qui va être diffusée cet automne, qui est entièrement produite au Québec. Alors, comme vous pouvez vous en douter, notre créativité, nos rêves, notre entrepreneurship a besoin d'être soutenu. Et je tiens donc à remercier Madame la ministre Pascal Saint-Onge de Développement économique Canada pour le récent soutien qui a été annoncé, qui va nous permettre de poursuivre notre lancée. Alors, plus que jamais, nous, on aime voir briller notre industrie, non seulement au Québec, au Canada, mais aussi à l'extérieur. Alors, avec les sommes obtenues, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, je vous dirais qu'on va créer des projets qui vont améliorer, augmenter l'expérience des festivaliers sur nos sites. Alors, comment on va faire ça plus concrètement? Bien, je vous dirais qu'on a des exemples que je peux vous donner, comme par exemple, on va se lancer dans une application de réalité augmentée qui va pouvoir décupler l'expérience des festivaliers sur le site à Montréal et sur nos sites à l'extérieur du Québec aussi. Donc, ce développement-là va être entrepris sous peu. On va aussi développer une scénographie participative, donc une interaction entre le festivalier et certains artistes à travers des équipements qui vont encore une fois décupler l'expérience des festivaliers à Montréal. Et aussi, on va évidemment continuer à faire des spectacles ou des spectacles, des événements à grand déploiement
avec des écrans géants. On va augmenter la portion famille pour recevoir plus de festivaliers durant nos festivals. Alors, tout ça pour vous dire que ces projets-là, ces sommes-là qui nous ont été octroyées vont non seulement nous permettre de grandir, de continuer à grandir, mais d'utiliser aussi certains talents locaux, des sociétés avec qui on va faire ces développements-là que je viens d'énumérer, locales du Québec, avec lesquelles on va mener ces projets. Donc, en conclusion, je vous dirais que le développement du plus grand festival d'humour au monde, je voudrais, mené par Juste pour rire à Montréal, est assuré en grande partie grâce à la contribution de Développement économique Canada. Et pour cela, je vous en remercie. Au revoir. Merci, M. Descaries. Donc, pour terminer, le dernier, mais non le moindre, M. Simon Gamache. Bonjour tout le monde et merci, Madame la ministre, pour l'invitation ce matin, très appréciée. Mon nom est Simon Gamache, je suis le directeur général de Fierté Montréal. Le financement Développement économique Canada est fondamental pour un organisme comme Fierté Montréal. Ça nous assure de développer la pérennité de Fierté Montréal. Cet appui du gouvernement fédéral nous permet de faire la promotion de Montréal, du Québec et du Canada en tant qu'une destination inclusive qui est vraiment exceptionnelle, de premier plan. Fierté Montréal accueille des festivaliers, festivalières de partout à travers le Canada, partout à travers le monde, qui viennent ici pour célébrer et commémorer les avancées et les revendications des communautés d'ES LGBTQ+. Fierté Montréal, quand on est arrivé en 2019, on était rendu, il y a eu une croissance phénoménale. Donc, on arrive 3 ans plus tard et on essaie de reprendre ça. On était rendu. Fierté Montréal, en 2019, accueillait il y avait une fréquentation de plus de 3 millions de personnes à nos différentes activités. C'était rendu vraiment énorme. Donc, on avait un impact énorme. Fierté Montréal était devenu, et il est encore aujourd'hui, en tant qu'organisme, dans les organismes LGBTQ+, dans le monde francophone, le plus gros. Il n'y a aucune comparaison sur la planète. Donc, le soutien financier pluriannuel, ce qui est très important de Développement économique Canada, nous permet de développer une stratégie de commercialisation du festival, autant par les canaux traditionnels, donc c'est des tournées promotionnelles dans différents marchés à travers le monde, mais aussi au plan numérique. Donc, on parle de mettre à jour nos outils de communication, développer des contenus et aussi développer des campagnes numériques très spécifiques pour des marchés à très haut potentiel de développement. Pour Fierté Montréal, c'est très large. C'est aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Asie, et même cette année, on va jusqu'en Océanie, en Australie. Donc, on a un reach qui est vraiment énorme à Fierté Montréal. Également, ce financement-là, cette année, nous aide à nous relocaliser. Donc, innovation cette année, Fierté Montréal, qui était rendu à un gros niveau de développement en 2019, manquait d'espace. Donc, nous relocalisons à l'esplanade du Parc olympique cette année, ce qui n'est pas rien pour nous. Et c'est pour les grands spectacles, donc la partie grand spectacle du festival. La flexibilité du financement de Développement économique Canada nous permet d'affecter certains, pas tout, mais certains coûts associés au déménagement. Ça nous permet d'améliorer la destination. C'est vraiment fondamental pour nous. Finalement, un autre point important, c'est que Fierté Montréal accélère sa transition éco-responsable. Une des mesures qu'on a mis en place cette année, c'est qu'on a décidé que le défilé allait seulement accueillir des véhicules verts. On était nerveux au début, on l'a fait. Donc, présentement, au moment où je vous parle, les inscriptions dans le défilé, ce sont des véhicules 100% éco-responsables. Donc, c'est très important et le financement de Développement économique Canada nous permet d'aller un peu plus loin par rapport à ça. En complément de tout ça, Fierté Montréal continue à faire toutes ses activités partout à Montréal, au Québec, en appui et en collaboration avec des groupes communautaires LGBTQ qui travaillent sur le terrain. On a des activités depuis le mois de mai qu'on soutient au Saguenay, en Estrie, à Trois-Rivières et bien sûr à Montréal. Donc, on peut continuer à faire ça parce que c'est en ayant des racines solides au niveau local qu'on peut se projeter au niveau national, international. C'est fondamental pour nous. Donc, sur ça, je vous invite à venir à Fierté Montréal du 1er au 7 août, d'abord à l'esplanade du Parc olympique, mais on fait quand même beaucoup d'autres activités à la place Émilie-Gamelin, dans le village. C'est déjà commencé, ça continue pendant
encore plusieurs semaines. Et également, dans le village, on fait nos très populaires journées communautaires, les 5 et 6 août, et aussi, bien sûr, le défilé de la fierté qui revient cette année sur le boulevard René-Lévesque, de la rue Metcalfe jusqu'à la rue Alexandre de Sèvres. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Gamache. Et merci encore une fois là, à tout le monde de vous être déplacés ce matin. Je pense que c'est vraiment une très, très belle annonce qu'on a eue pour les festivals et les événements partout au Canada, en fait. Donc maintenant, ça met fin, en fait, à la partie protocolaire de l'événement. On va passer à la période de questions. J'inviterai Mme Marianne Joazard-Bélizaire, attachée de presse de la ministre Pascale Saint-Onge, à se joindre à nous, en fait, et va assurer l'animation de la période de questions avec vous. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Rapidement, on a la période de questions d'environ 10 minutes. En premier lieu, j'aimerais bien qu'on adresse les questions qui touchent la belle annonce d'aujourd'hui. Puis par la suite, on laissera du temps pour toute autre question et sujet. Si vous avez une question, vous pouvez vous diriger ici, poser la question, dire votre nom, le média que vous représentez, et puis à qui s'adresse la question pour l'annonce. Donc, la période de questions est ouverte. Est-ce qu'on a des journalistes qui auraient des questions sur l'annonce? Je vous promets que c'est une belle annonce. Donc, je sens que la réponse est non. On pourra passer donc à la deuxième période de questions sur l'enjeu. Je pense que les journalistes sont présents. On aurait 3 questions qu'on pourra prendre. Donc, vous pouvez venir ici et les poser. Si je me méprends. Ah, non, pas dans le milieu. Donc, oui, vous pouvez aller en arrière. Oui, juste vous lever, il n'y a pas de problème. J'invite la ministre Saint-Onge à venir. Non. Donc, vous pouvez juste lever la main, la baisser, puis voilà. Donc, ministre Saint-Onge, je vous invite ici, puis je vais me tasser des caméras, puis juste pointer vers la personne qui lève la main. Oui. Donc, oui, bonjour, oui. Audrey Gagnon, je suis journaliste pour TVA. Donc, ma question concerne évidemment Hockey Canada, ce qui est annoncé ce matin, l'ouverture de l'enquête. Je me demandais quelles étaient vos attentes envers cette ouverture de l'enquête d'Hockey Canada. Est-ce que vous avez confiance envers le processus pour aller jusqu'au bout de la question maintenant, contrairement à ce qui s'est passé avant? Comme tout le monde, j'ai pris connaissance des déclarations de Hockey Canada ce matin. Évidemment, je trouve que les engagements qui sont pris sont un pas dans la bonne direction, mais c'est sûr que pour moi, je m'attends à ce que les bottines suivent les babines, donc ça va être les actions et les résultats de ce qui est entrepris qui vont être témoins de la force de l'engagement d'Hockey Canada et de leur volonté de véritablement opérer un changement de culture au sein du hockey au Canada. Pour moi, parmi les engagements qui sont vraiment intéressants puis auxquels je m'attendais, c'est entre autres l'éducation concernant le consentement, concernant les comportements sexuels appropriés, ceux qui sont toxiques, de discuter de ces questions-là avec les jeunes qui jouent au hockey, puisque le hockey prend tellement de place dans leur vie d'offrir ce genre de formation, d'accompagnement-là, ça me semble principal aussi pour prévenir l'histoire horrible qu'on a entendue. Juste peut-être une question complémentaire, parce que je comprends que vous allez attendre les conclusions, tout ça, avant de penser à redonner le financement ou les démarches, c'est suffisant? Bien, pour moi, ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est des engagements écrits de Hockey Canada, mais il reste encore à remplir les engagements, en tout cas les demandes que j'ai formulées pour établir le financement. Donc, premièrement, que Hockey Canada signe une entente avec le Bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport pour que les cas de maltraitance, d'abus ou autres puissent être traités dans le futur par ce bureau-là. Et aussi qu'on reçoive les recommandations qui ont été formulées par la firme qu'ils ont engagée pour améliorer la culture et les pratiques au sein d'Hockey Canada, ainsi que le plan concret et l'implantation de ce plan-là. Donc, il reste des étapes à franchir, mais l'engagement de ce matin, c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, comme j'ai dit, ça prend les actions qui suivent les déclarations et les mots.
Well, can we get that in English though, please, just because there's so few questions. Okay. Like everybody else, I read the declaration from Hockey Canada this morning. I think that the engagements that were taken by the organization are a good step in the right direction. However, I'm going to wait for actions before we do anything else regarding Hockey Canada. The two things that I've been asking is that they take an agreement with the new Office of the Sport Integrity Commissioner, and also that they submit to Sport Canada all the recommendations and their plan to implement those recommendations to improve the culture in Hockey Canada and change the culture of silence and make sure that there's more prevention to prevent, first of all, training about consent, about appropriate sexual behavior from their players and members, so that the story that we heard in the media in the past few months doesn't happen again. Je veux juste savoir, en fait, est-ce que vous avez un échéancier quant à la reprise du financement de Hockey Canada? Quand on va être satisfait. Quand on va être satisfait que les conditions ont été remplies, quand on va voir que la direction prend au sérieux leurs engagements, qu'il y a des actions concrètes qui sont posées, à ce moment-là, on va réévaluer la situation, mais jusqu'à présent, c'est des déclarations qu'on a eues d'Hockey Canada. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas encore eu d'entente qui ont été signées avec le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport. Donc ça, c'est une étape qui est fondamentale. Et l'autre, c'est de nous soumettre les recommandations qui ont été faites pour opérer le changement de culture. Donc, tant qu'on ne sera pas satisfait concernant ces actions concrètes prises, on va maintenir notre décision actuelle. Bonjour, Philippe Gourdeau de Nouveau Info. On parle d'un mécanisme de plainte, adhésion au bureau du commissaire. Ça ne va pas maintenant être la norme pour l'ensemble des fédérations sportives, pas juste Hockey Canada, pour obtenir du financement du fédéral? On n'est pas rendu là maintenant. Bien, absolument. C'est une condition qui va venir dans les ententes avec les fédérations sportives canadiennes pour obtenir du financement. Cependant, il ne faut pas oublier que le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport a ouvert ses portes le 20 juin. Qui a encore un processus d'embauche pour s'assurer d'avoir toutes les ressources pour traiter tous les cas qui peuvent se présenter dans le sport canadien. Donc, ça va se faire de façon progressive. Par contre, il y a des organisations contre lesquelles on a entendu des allégations ou des plaintes. Alors, c'est évident que pour moi, la priorité, c'est que ces organisations-là rejoignent le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport pour qu'on puisse traiter des dossiers de façon transparente et diligente et professionnelle le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que Hockey Canada, pour moi, c'est une priorité qui signe cette entente-là, puis en même temps, de montrer qu'une organisation aussi puissante qu'Hockey Canada adhère à ces nouvelles conditions-là. Je pense que c'est un mouvement qui va être important pour l'ensemble des fédérations sportives canadiennes, puis un message important aussi pour la communauté sportive et les athlètes, comme quoi leur voix, leur parole, leur santé, leur sécurité, c'est la priorité de tous, et c'est ça à quoi je m'attends des fédérations sportives canadiennes, mais aussi de tout le système sportif, qu'on commence à partir du niveau communautaire jusqu'au niveau national et international. C'était la dernière question. Je laisserai la ministre le dire en anglais pour les What was the question again? Ma question, c'est ça devait être pas une norme ici en 2022 qui est d'exiger des formations, un processus de plainte qui l'adhère au commissaire pour recevoir de l'argent du fédéral. Yes, it is going to be mandatory for all federally funded organizations to sign an agreement with the Office of the Sport Integrity Commissioner for the future, and also implement new training for more prevention to prevent maltreatment, abuse, discrimination in sport. It is going to be mandatory. However, I do have to remind everyone that the commissioner started on June 20th, and there are still people being hired right now to make sure that all the resources are there to treat all the cases that can be submitted by the athletes. But it will be done progressively. However, all the organizations that I know that there are complaints by the athletes or situations that have come up recently. We are going to prioritize the signing of those organizations so that the athletes can receive appropriate follow-ups about their issues. Il y avait une autre question qu'on peut reprendre. Does the federal government have any intention of funding the Vancouver bid for the Winter Olympics coming up in 2030? Well, it's a very interesting bid.
It's led by the 4 First Nations in the region, and also they have invited the City of Vancouver, Whistler, the province, and the federal government to the table to discuss this bid. So we're in the process of discussing this. If they do go forward, we will evaluate the participation of the federal government. So we're working with the organizations, and we'll see where this goes. Merci.